Tu sais sans doute que la bande dessinée est une de mes passions. Surtout les histoires de super-héros. Je trouve que toute cette mythologie qu'il y a autour des super-héros est fascinante. Prenons par exemple mon super-héros préféré, Superman. Pas trop terrible comme BD, pas génial au niveau du dessin. Mais la mythologie, elle, est tout à fait géniale. Elle est brillante. Alors, un truc de base de la mythologie du super-héros, c'est qu'il y a le super-héros et puis il y a son alter ego. Batman est en réalité Bruce Wayne. Spider-Man est en réalité Peter Parker. Quand il se lève le matin, il est Peter Parker. Il faut qu'il mette un costume pour devenir Spider-Man. Et c'est sur ce point très caractéristique que Superman se différencie des autres. Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Quand Superman se lève le matin, il est Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Son costume, avec le grand S rouge, c'est la couverture dans laquelle il était enveloppé, bébé, quand les Kent l'ont trouvé. C'est ça, sa tenue d'origine. Lorsque Kent met les lunettes et le costard, ça, c'est un déguisement. Ça, c'est le costume que Superman met pour donner le change. Clark Kent est l'image que Superman a de nous. Et qu'est-ce qui caractérise Clark Kent? Il est faible. Il doute de lui-même. C'est un lâche. Il est la critique que Superman fait de toute l'humanité. Un peu comme Béatrice Kiddo et Madame Templeton. Ah, d'accord. Je comprends où tu voulais en venir. Le problème que personnellement je sens dans le cinéma, dans les films que je vois, les auteurs que j'aime, qui ont marqué un peu ma culture cinématographique, ce que je sens, c'est les interrogations un peu qui tournent sur elles-mêmes, qui tournent justement sur le cinéma. C'est comment faire un film, c'est les angoisses de création. Je pense que c'est lié au fait que les gens qui font du cinéma ne prennent pas le temps de vivre. Et c'est aussi lié au fait que le cinéma est tellement imbriqué dans la vie qu'on se demande dans quelle mesure on se met à fabuler sa vie et à vivre le cinéma. L'imbrication des deux est trop forte. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure, aujourd'hui, les cinéastes ou les cinéphiles prennent le temps de vivre. Voilà, dans l'ordre, on a pu entendre donc encore un extrait de Last Action Hero, puis un morceau de Jim Cross, I Got a Name, extrait de la bande originale, si on peut le faire comme ça, de Django Unchained de Quentin Tarantino, puis un extrait de Kill Bill 2 et enfin un extrait de Chambre 666 où Maroon Baghdadi nous parlait donc de ce machin. Et puis tout de suite, donc Antonin va nous parler du dernier Quentin Tarantino. Ouais, on va arrêter de surjouer la bataille entre nous deux qui n'aura pas lieu parce que de toute façon, même depuis Inglourious Bastard, moi je suis plutôt circonspect sur la carrière de Tarantino. On avait déjà exprimé là-dessus tout le débat qu'on devait avoir sur le dernier Tarantino, que la France entière et le monde entier attendaient, il n'a pas eu lieu parce que nous étions d'accord. Le film n'était pas terrible. C'est donc Django, c'est un peu le deuxième film donc de Tarantino, nouvelle manière, on va dire, où Tarantino donc depuis son apparition, c'est quand même de toute façon dans l'histoire du cinéma pas du tout bon de manière générale, quelqu'un qui a introduit de toute façon une sorte de second degré total, quoi. Même si pour moi Tarantino reste un cinéaste quand même qui est extrêmement premier degré, mais il a une sorte de déconstruction post-moderne chez lui qui de toute façon a introduit une sorte de doute absolu sur les grandes figures cinématographiques et une sorte d'ère du clin d'œil et de l'ironie permanente. Et donc la deuxième manière donc pour Tarantino, qui est donc un cinéaste qui exhumait vraiment les oubliés de l'histoire du cinéma. C'était un petit peu comme ça qu'il a commencé, qui est un cinéaste qui mettait en avant des tas de références d'une sorte de sous-culture de l'histoire du cinéma
cinéma, une histoire du cinéma dont on ne parlait pas, qui mettait en avant des formes, qui faisait revenir en avant des acteurs oubliés, hein. Même dans Pulp Fiction, c'était Travolta qui revenait. À l'époque, il était complètement presque oublié. Après, Jackie Brown, ça allait être Robert Forster ou Pam Grier. Robert Forster qui jouait dans des films de série B, ou Pam Grier qui était une star de la blaxploitation. Il faisait revenir des acteurs comme ça, et évidemment des formes, des univers de la blaxploitation, des films de kung-fu et tout ça, qui était une sorte d'histoire du cinéma dont on ne parlait pas. C'est important de le redire parce que finalement maintenant c'est presque la forme de cinéma dont on parle le plus, hein, presque quasiment. J'ai l'impression que ça s'est vraiment complètement renversé. Je sais que c'était Dionnet qui en parlait à ce micro quand on l'avait interviewé, c'est qu'il disait à l'époque moi je défendais ce genre de cinéma là, mais maintenant j'ai plus envie de défendre le cinéma classique hollywoodien, parce que maintenant la culture cinématographique de tout le monde c'est plus la série B, la série Z, mais les cinémas classiques, finalement personne les voit, les films. Donc voilà, Tarantino est l'artisan de ça, hein, voilà, ça c'est clair, c'est bien et c'est mal, de toute façon il n'est pas responsable de ça, mais et donc voilà, donc responsable mais coupable mais pas responsable. Oui, peut-être. Et donc voilà, donc Tarantino c'était donc cette personne qui s'intéressait aux oubliés de l'histoire du cinéma, et maintenant Tarantino deuxième manière, c'est le Tarantino adulte, voilà, qui s'intéresse aux oubliés de l'histoire tout court. Alors avec Inglourious Basterds, heureusement qu'il est là, hein. Voilà, heureusement qu'il est là, qui s'intéresse, disons, non pas qu'il n'y ait aucun film sur la Seconde Guerre mondiale et particulièrement sur les Juifs, mais en tout cas c'est surtout le cinéaste qui va de la même manière que donner une sorte de flamboyance à la petite forme cinématographique telle qu'il avait fait avant, donner une flamboyance, une rutilance à toute l'univers du film noir, du film de kung-fu et tout ça. Là, il va donner une sorte de flamboyance extrêmement cinématographique aux vaincus de l'histoire, que ça soit les Juifs dans les commandos des bâtards, où il va les transformer vraiment en sorte de héros purement cinématographique, vengeur et compagnie. Là donc il s'intéresse à l'esclavage, donc aux Noirs américains, qui et à travers donc cette sorte une sorte donc d'univers western spaghetti. Et là où effectivement on est vraiment dans un Tarantino deuxième manière, moi c'est que j'ai l'impression que là on l'avait un petit peu trop vite catalogué dans une sorte de grand sampleur, hein, de l'histoire des formes et tout ça. Moi je pense que depuis Inglourious Basterds il a complètement assagi ce truc là. Il est arrivé à une sorte de forme paroxytique avec Kill Bill qui était vraiment quelque chose de l'ordre du sampling total. Boulevard de la mort qui pour moi est son meilleur film était vraiment quelque chose qui travaillait vraiment cette sorte d'histoire du sampling à travers une forme extrêmement audacieuse de ce film scindé en deux parties, qui se répondait mais pas trop, qui communiquait pas, il y avait une sorte de drôle de structure d'écho, mais qui disait beaucoup de choses sur le désir d'image, mais également sur le désir tout court, qui était très belle. Et là donc du coup il est dans une forme beaucoup plus classique, moi qui me fait penser dans un trajet de carrière finalement au trajet de carrière de Spielberg, qui était également au tout début de ses films quelqu'un qui était pris pour l'entertainer full, le mec qui arrivait à revitaliser des films de monstres, les films d'aventure et tout ça, et qui à un moment s'est dit bon c'est fini, j'ai 40 ans maintenant, je traite de sujet adulte et je fais La couleur pourpre. Alors finalement la Django ça serait un petit peu La couleur pourpre de Tarantino, et tout comme Inglourious Basterds c'est un petit peu il faut sauver le soldat Ryan. Alors on est toujours évidemment contrairement à Spielberg, c'est beaucoup moins pontifiant, mais moi il y a quelque chose que je n'aime pas trop, enfin je trouve que le cinéma de Tarantino est un cinéma qui est quand même puissamment immature et qui tire sa force de ça. Il y a quelque chose qui est une sorte de truc de chien fou chez Tarantino, extrêmement sale gosse, extrêmement bouillonnant, et qui ne va pas du tout à travers avec le nouveau rôle qu'il a envie de se donner de cette personne qui veut un peu être une sorte de redresseur de tort de l'histoire avec un grand H. Et c'est vrai que cette histoire d'esclavage, je pense que de la même manière que Spielberg dans ces films-là, La couleur pourpre et compagnie, il n'arrive pas, vu que c'est un entertainer, il n'arrive pas à déranger en fait. Moi je pense pas qu'on puisse être vraiment dérangé par la violence qu'il est supposé, la violence de l'histoire, hein. Je parle pas de la violence graphique de ces films. Bon, celle-ci notamment pour Django, c'est très confortable comme film. C'est très confortable, et c'est vrai que j'ai lu pas mal d'interviews et tout ça où il disait que qu'il avait envie de rendre son film le plus dérangeant possible. Je pense que ce Django ou Inglourious Basterds sont des films beaucoup moins dérangeants que Reservoir Dogs, Pulp Fiction ou même certains
certains instants de Kill Bill, parce que voilà, c'est des films où on sent, je sais pas, il y a peut-être ce côté où Tarantino veut être un adulte et tout ça, où voilà, il a son sujet qui est sérieux, et moi je trouve ça extrêmement gênant parce que extrêmement limité. Il le fait toujours dans un cadre d'un récit qui est un récit de vengeance, qui est une structure forcément hyper binaire entre les opprimés et les oppresseurs, et les oppresseurs qui vont tous mourir dans une pure logique de loi du talion, à grand renfort d'effusion de sang, et il commande aux spectateurs d'avoir une sorte de jouissance à la mort de tous ces gens-là, qui moi me gêne, je suis pas du tout contre la violence au cinéma, mais là elle me gêne parce qu'en fait il essaye d'accorder beaucoup d'importance à la violence envers les opprimés, et à côté de ça, envers les oppresseurs, c'est une violence purement jouissive. Donc il y a une sorte de... Il y avait déjà ce truc-là dans Inglourious Basterds. Complètement, dans Inglourious Basterds, il y avait ça. Moi, c'est vrai que la séquence dans Inglourious Basterds, la séquence du Beard Jew, avec Alain Ross qui arrive pour massacrer un soldat nazi, parce que c'est cool, parce qu'il fait du mal il a tué je sais pas combien de millions de juifs. On a le droit de torturer un nazi, c'est cool, on a le droit de le massacrer, et c'est bien parce que enfin le cinéma nous permet de prendre une revanche sur l'histoire. Moi, je trouve ça extrêmement limité. Comme point de vue, et surtout après c'est vraiment une question de mise en scène. Je pense que c'est là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Tarantino, c'est que Tarantino c'est quelqu'un qui part de la figure, quoi, qui part de la figure cinématographique, que ça soit des archétypes, le film le gangster, tous les archétypes qu'on voit dans Kill Bill. On va pas faire une liste, tous les critiques sont amusés à faire ça et tout ça, devient même embarrassant. C'est à la fin, si tu veux faire une critique de Tarantino, il suffit de faire l'inventaire de ses références, c'est très bien, mais en tout cas on est dans une logique d'archétype où lui il part de la figure, de l'archétype et tout ça. Et ce que j'ai moi toujours beaucoup aimé chez Tarantino, c'est qu'il y a toujours quelque part l'humain qui se cache, qui revient, qui fait retour derrière l'archétype et la figure, où d'un coup il y a une sorte de rupture de ton. Je pense, je revoyais Pulp Fiction avant-hier. Il va laisser de la place au personnage justement pour s'exprimer, pour laisser apparaître quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas uniquement des moments de pause ou des moments comme ça, où dans Reservoir Dogs en tout cas, ou Pulp Fiction, on a vraiment ça, même dans Jackie Brown, où ce qui ne pourrait être que des parenthèses ne sont pas que des parenthèses justement, et laissent le temps au personnage de s'exprimer, d'exprimer quelque chose qui ramène aussi à la vie en fait. Je pense il y a quelque chose qui pour moi a disparu de tous ces derniers films depuis Jackie Brown. Ouais, moi c'est même pas là-dessus que je trouve qu'il y a une sorte de changement. Je pense qu'effectivement c'est les personnages de Tarantino, c'est des personnages qui ont une logorée et tout ça, qui analysent leurs gestes, qui vont répéter toujours l'action avant de passer à l'action eux-mêmes, qui retardent le moment de l'action, que c'est toujours des personnages qui se posent des questions sur la nature de leurs actes et tout ça, et qui font beaucoup de palabres par rapport à tout ça. Moi je pense que ce qui m'intéresse, c'est vraiment une truc de question de cinéma, c'est qu'à un moment, comment derrière ce cinéma rutilant et extrêmement pop, qui manipule que des figures, des archétypes, des situations purement spectaculaires, il y a le corps et l'humain qui fait retour. Et moi je retrouve beaucoup ça dans Kill Bill, particulièrement le 2, la Kill Bill 1 et Kill Bill 2 sont vraiment des films qui fonctionnent comme ça, Kill Bill 1 étant le film qui est purement le plus superficiel et jouissif quelque part de Tarantino, et Kill Bill 2 vient remplir toutes les figures vides, purement cinégéniques du 1, en leur donnant une sorte d'humanité et tout ça, en donnant vraiment une sorte de chair. Je pense moi je trouve que dans la façon qu'il a de filmer Uma Thurman dans Kill Bill, un moment où il va la montrer vraiment défaite avec des marques de fatigue et tout ça, il y a comme une sorte de retour de l'être humain dans quelque chose qui est vraiment et là je m'arrête parce que j'ai une fenêtre qui s'effondre sur moi. C'était très drôle à voir. Et donc voilà, en tout cas il y a vraiment cette chose là dans Pulp Fiction, un moment chouette comme ça, c'est la séquence entre Vincent Vega et Mia Wallace, où d'un coup on a un côté hyper glamour comme ça, où on prend de la drogue et c'est cool, il y a un petit effet en ralenti qui est genre c'est rock'n'roll, c'est chouette, et puis d'un coup on va avoir un gros plan très très sec sur le visage de Uma Thurman qui vient de faire une overdose, et elle est complètement défaite, et là d'un coup il y a une violence qui est là pour te rappeler, oh putain merde, on a un corps aussi, c'est un peu dégueulasse. Et moi je retrouve ça chez Tarantino beaucoup, et je le retrouve plus dans le Tarantino de nouvelle manière, alors que je pense que c'est pourtant parce qu'il y a une sorte de trajet inversé. C'est auparavant chez Tarantino c'était partir de la figure, partir de la figure, de l'archétype, pour aller vers l'humain, et là
là, je pense qu'il part de l'humain, c'est-à-dire le corps historique, le noir, le juif, pour justement les transformer en icônes. Django ne raconte que ça, hein. Ça va être Django c'est l'histoire de la création d'un personnage, ni plus ni moins. On le retrouve, il est quasiment à poil au début du film, il est marqué de ses coups de fouet, il va passer par des tas d'accoutrements au fur et à mesure des séquences pour devenir enfin une sorte d'icône tarantinienne, c'est-à-dire une figure un peu inspiratrice, un cow-boy, un outlaw, et une figure qui va inspirer peut-être la révolte chez les Noirs, le désir de se révolter, et on va le voir en train de passer par trois accoutrements différents, et devenir, et en passant en commençant par la nudité. Ça, c'est très intéressant parce que du coup, chez Tarantino, il y a une sorte d'angoisse de la nudité. On a que des personnages qui sont extrêmement attentifs de la façon dont que des personnages qui se mettent en scène eux-mêmes, qui sont extrêmement attentifs de la façon dont ils s'habillent, qui gèrent leur entrée en scène et tout ça, qui ont un choix extrêmement précieux des vocabulaires qu'ils utilisent, parce que c'est des gens qui sont dans le jeu et qui ont la liberté. Chez Tarantino, c'est ces personnages-là qui se donnent le droit d'être le personnage qu'ils ont envie. Le truc qu'il y a dans le Tarantino Nouvelle Manière, c'est l'angoisse de la cicatrice, qui est le Inglourious Bastard finit comme ça avec la croix gammée marquée sur le front. C'est la pure violence dans le cinéma de Tarantino, c'est la pure violence, parce que tu ne pourras plus être le personnage que tu voudrais être, le double jeu te sera interdit parce que maintenant tu es marqué au corps. Et les violences de la cicatrice sur le dos des esclaves, ou la marque de bétail marquée sur la joue, c'est aussi ça. C'est que tu ne peux pas être qui tu veux, tu es ce que tu es, c'est-à-dire un esclave, le rôle social qu'on veut te donner, tu ne seras que ça, et point barre. Et là, donc Django doit apprendre justement à travers l'apprentissage de Schultz à devenir, à être un acteur, à pouvoir trouver son rôle, à pouvoir faire du double jeu s'il a envie d'être être dans un double jeu, à pouvoir être libre. Et du coup, je sais pas, moi je trouve ça extrêmement déjà laborieux dans Django un peu. Moi j'ai pris énormément de plaisir pendant 1h30 de film, parce que je trouve qu'il y a, comme souvent chez Tarantino, il y a une pure jouissance de voir du cinéma, du grand, et il y a vraiment énormément de talent de mise en scène, et je pense qu'il peut vraiment il augmente en puissance de mise en scène au fur et à mesure de ses films, mais je trouve que ça perd un peu pas de son inquiétude, mais quelque chose d'assez problématique. Là, je trouve que les films sont plus problématique au sens où il ne m'interroge plus. Je trouve qu'il se réduisent à un discours simple, et voilà, c'est tout. Et les gentils auront triomphé des méchants, contrairement à dans la vie, et c'est un peu naze. Ouais, je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire, et c'est même gênant du coup de passer après toi. J'ai l'impression d'être un peu un Gwen Offret qui ouais, tout pareil, d'accord, ok. Mais je vais quand même en rajouter une couche, c'est que vraiment pour Django, je vais pas revenir sur le reste, même ce que je déteste. Django, moi je l'ai regardé donc sans déplaisir aucun, en effet, parce que c'est du western, parce qu'en effet il y a pas mal de moments qui marchent bien, parce que même si je voyais justement ces intentions qui me sautaient un peu à la gueule, et que le film me semblait un peu vain finalement, et alors que je partais même sur quelques a priori, déjà parce que c'est Tarantino, et puis parce qu'en plus il fait appel dès le départ, rien qu'avec la musique, avec le nom, au Django de Corbucci, qui est un film que j'avais revu il y a peu de temps et que j'aime beaucoup, comme Le Grand Silence de Corbucci, qui sont deux films qui m'ont marqué par leur cruauté, et puis par leur ambiance, leur atmosphère qui était sèche, qui était brutale, qui était violente, et qui en même temps laissait transparaître beaucoup d'émotions, vraiment des films qui me prennent aux tripes, déjà des choses, voilà, et malgré tout, voilà, j'étais entraîné par Django, mais quand bien même, justement, ces choses-là, c'est ce qui a manqué pour moi à Django. J'avais noté 4 trucs même, qui pour moi font extrêmement défaut à ce film, et je pense que c'était déjà en fait le cas pour Inglourious Bastard, et puis sans doute les autres. D'abord, c'est que l'humour de Tarantino, pour moi, en tout cas dans celui-là, ne marche pas. Donc j'ai un exemple à chaque fois, et le meilleur exemple quand même de Django, du coup, c'est cette séquence où, même si je vois très bien l'idée où est-ce qu'il veut en venir, mais en termes d'efficacité, ça ne marche pas. Donc c'est la séquence où Django
va devoir choisir son costume pour jouer son rôle, et puis sur un coup de montage, on va passer donc de Django qui est habillé normalement à d'un coup Django qui est habillé en costume bleu ridicule, où tu sens bien que Tarantino veut nous faire un gag qui tombe à l'eau et qui est lourdingue quand même, là où je me dis putain il y a un problème quoi, il faut qu'il se sorte les doigts le bonhomme, et là il est plus drôle, ça ressemble vraiment à du cinéma de vieux, d'antiquaire. La deuxième chose, la violence qui pareil donc était malgré tout efficace quand même dans ses autres films, qui même d'ailleurs dans Inglourious Bastard il y a des moments de brutalité qui fonctionnent. Là ces séquences, notamment la séquence de fusillade finale, alors que Tarantino n'arrêtait pas de répéter comme tu l'as dit qu'il voulait faire le film le plus brutal ou violent qui ait jamais été fait, qui prenait en référence le final de La Horde Sauvage de Peckinpah, à qui il fait appel aussi d'ailleurs, et cette fusillade finale par ses effets gore qui sont que je trouve vraiment très mauvais, c'est juste des ballons remplis de faux sang qui pètent, c'était ridicule et ça ne marchait pas non plus. L'émotion aussi, alors pareil, il y a besoin quand même pour être intéressé par ces histoires, puisque là comme dans Inglourious Bastard, il fait pas seulement appel à des références cinéphiliques, il parle de l'histoire, et il cherche une application émotionnelle du spectateur avec à côté du coup cette espèce de jubilation, d'explosion de violence ou bordel, mais il cherche quand même une application émotionnelle du spectateur. Alors dans Inglourious Bastard c'était la juive qui veut se venger, là on a quand même affaire à un esclave qui veut retrouver sa femme, et moi j'ai quand même en tête cette séquence justement où Django débarque dans un des champs de coton, il a des visions de sa femme avant de la retrouver, et j'ai cette image de cette vision justement qu'il a de sa femme dans une robe jaune au milieu d'un champ de coton, qui lui fait coucou comme une conne de sa main, et le plan dure super longtemps et c'est ridicule, c'est la couleur pourpre, ça me bouleverse à côté quoi. Là c'est vraiment mais ridicule, mais à un point, c'est-à-dire que là en termes d'émotion c'est même pas niveau zéro quoi. Je veux dire, un film avec Sandra Bullock est vachement plus efficace que ce plan là, alors que normalement justement ça doit être poignant comme machin quoi. Là non, que dalle, mais c'est qu'un exemple, mais il y en a pas mal des séquences comme ça dans le film qui ne marchent pas et qui m'empêchent moi en tant que spectateur du coup de m'intéresser de près ou de loin, de m'impliquer émotionnellement dans le film. C'est impossible, donc du coup tu prends beaucoup de recul, et quand tu prends du recul tu vois uniquement ces trucs et ces manières, donc ça peut pas fonctionner. Et puis finalement ce qui me gêne le plus, et ça t'en a parlé, c'est le côté un peu sale gosse, à la fois dans ses références à lui, et puis dans ce qui par les films qu'il appelle, donc le de Western Spaghetti par exemple, avec cette cruauté qui le caractérisait aussi, qu'on ne retrouve plus dans ce film. Et puis le fait que c'est pas du tout une cinéphilie, du coup c'est plutôt une cinéphilie de sale gosse ou underground ou de seconde zone qui serait bon de faire ressortir. Là du coup ce côté sale gosse pour moi n'a plus peut-être n'a plus lieu d'être, mais surtout en tout cas là j'ai surtout à faire un film d'un bonhomme qui ne prend pas de risque, qui est confortable dans sa situation, qui laisse le spectateur aussi dans une situation extrêmement confortable, ce qui explique peut-être aussi le succès grandissant qu'il peut avoir auprès des cinéphiles, auprès du public le plus large possible, et auprès des critiques, l'aspect extrêmement confortable de son film en fait, et moi tout ça finalement voilà, il me reste plus grand chose tout bêtement de Django, comme c'était le cas pour Inglourious Bastard que j'ai revu cette semaine, et en le revoyant je me dis putain, depuis le cinéma en fait il me restait absolument rien de ce film, et c'est peut-être ça le plus gros problème finalement quoi. C'est juste que c'est un mec qui m'emmerde quoi. Je pense il y a vraiment, pour revenir encore sur le coup de la violence, c'est vrai que c'est quand même assez énorme, parce que je pense que la scène qui est supposée être la plus violente du film, qui est la mort de D'Artagnan, donc le Mendigo, hein, c'est ça, qui se fait déchiqueter par des chiens, et qui reste hors champ quasiment, hein, il le montre quasiment pas, et qui est vraiment là une histoire de censure de violence, je pense, parce que là pour le coup s'il avait vraiment montré beaucoup plus ça, alors c'est sûr il aurait eu une interdiction au moins de 16 ans quoi, mais en même temps quand dans le discours du film c'était peut-être nécessaire aussi de contrebalancer la violence énorme contre les bad guys du film, tous les cow-boys consanguins et compagnie, par voilà la violence faite aux opprimés. Et là non, il y a pas cette sorte de toboggan qu'il peut y avoir, même dans Kill Bill, il y avait, qui est supposé être son truc le plus entertainment, où il y a des moments où il y a une violence qui est dégueulasse quoi, où on va t'éclater la tête contre une porte, et pourtant c'est un bad guy qui a violé Uma Thurman, et c'est vraiment c'est choquant, il y a quelque chose qui est choquant, et là il y a pas ça, et
c'est vraiment dommage. Après, moi Django, j'ai quand même pris vachement de plaisir. Après, vraiment pendant 1h30, j'irai de film. Alors, j'ai revu 2h30. Ouais, j'ai revu je l'ai revu 2 fois le film. C'est vrai que bon, même la première heure et demie, j'ai pas trouvé ça formidable. J'ai même trouvé rien de plus formidable que peut-être le film de Tarantino que j'aime le moins, qui est Inglourious Bastard, où la première scène de Inglourious Bastard pour moi est absolument gigantesque. Parce que justement, il y a tout. Il y a justement jouer avec les figures, jouer avec une tension énorme sur justement son sujet, c'est-à-dire l'oppression contre les juifs et tout ça, et toujours en jouant avec des références cinématographiques. Là, pour moi, il y avait justement là où devrait être le Tarantino de deuxième manière, tout était dans cette première séquence d'Inglourious Bastard. Après, bon, le film partait à volo, c'était pas possible, mais il y avait quelque chose de fort. Après, là, il y a quand même des tas de scènes dans Django que je trouve vraiment bien, les scènes où il se balade dans la nature et tout, où Christophe Waltz, Samuel Jackson est ridicule. Ah non, je trouve le personnage de Samuel Jackson vraiment génial. Le personnage est bien, mais lui en tant qu'acteur, mais moi, pour moi, il en fait des caisses, moi, le personnage m'a passionné. Je trouvais vraiment très très bon. Après, toutes les scènes à Candyland, voilà, me tiennent pas en haleine vraiment. Mais je trouve le personnage de Stephen excellent dans l'idée et même dans l'exécution. Je trouve vraiment très bon parce que c'est là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui est du pur cinéma Tarantino. C'est jouer avec une référence cinématographique, évidemment. C'est Uncle Ben's, hein, c'est le bon noir du film hollywoodien classique, qui est le capot en fait, tout simplement, qui est comment dire que le pire ennemi du noir, c'est le noir qui a intégré l'oppression et qui essaye de un petit peu maintenir ses acquis et en maintenant tous ses frères ou dans l'oppression. Et là, je trouve ça vraiment intéressant comment il joue avec cette image-là de l'oncle Tom, quoi, l'oncle Ben ou je sais pas quoi, la marque de riz, je sais plus trop quoi, mais en tout cas le bon noir gouverneur qu'on voit dans plein de westerns, tout ça, de plein de films américains classiques. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, et je trouve que le jeu de Samuel Jackson est très bon parce qu'on le voit qu'il joue, et finalement je trouve ça assez intéressant. Tu as peut-être trouvé bon parce qu'il était à côté de DiCaprio, qui est une erreur de casting incroyable. C'est-à-dire que ça aurait pu être un personnage inquiétant, le personnage de DiCaprio, qui a même 2-3 dialogues qui sont chouettes, et à cause de cette erreur de casting, du coup, toutes des séquences tombent à l'eau. Et à côté de ça, c'est peut-être à cause de ça, du coup, que t'as trouvé que Samuel Jackson était pas si. C'est vrai que le personnage de Caprio est pas très très intéressant. C'est pas le personnage, hein, c'est l'acteur. Hein. Je pense que c'est juste que c'est une grosse erreur de casting. Hein. Ouais, non, mais enfin bon, peut-être, pourquoi pas, quoi. Moi, après, je pense que Tarantino est capable de rendre génial un acteur un peu pourri. Justement, je pense qu'il en est pas capable et que c'en est la preuve. Je pense franchement que non, il en est pas capable, quoi. Je pense pas que ce soit un bon directeur d'acteur du tout. Hein. Ça, c'est, on s'en rendra peut-être compte dans son prochain film où il aura encore un acteur et les gens au fur et à mesure vont se dire ah oui. Oui, il s'attaquera à qui ça, la prochaine figure de l'opprimé, peut-être les homosexuels. Mais ce qui serait intéressant parce qu'il y a une sorte d'angoisse du viol chez Tarantino. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il y a une sorte d'angoisse d'être nu, d'être marqué et tout ça, parce que le corps, c'est la grande problématique de Tarantino. Et c'est vrai que par exemple dans la scène de Django, le moment le plus problématique quand Django se fait choper aux trois quarts du film, on le met nu, les couilles à l'air. C'est un plan qui est assez impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des couilles et des bites à l'écran dans le cinéma américain. Non. Mais c'est le pire qui puisse arriver. Film, toi. Et c'est marrant parce que dans Tarantino, tu il y a toujours dans James Bond, hein, je te signale. Oui, non, on le voit pas les couilles à l'air. On voit pas sa bite. Non plus dans Django. Si, on voit sa bite et tout. On voit tout. Et c'est marrant parce que chez Tarantino, il y a cette sorte d'angoisse d'être réduit à un bout de viande, d'être dépouillé de ses vêtements, et justement donc du rôle et de qu'on peut avoir. Je pense pas que ce soit dépouillé de ses vêtements. C'est juste, il y a l'angoisse de montrer qui on est vraiment. Il faut toujours se cacher derrière quelque chose. Mais oui, c'est ça. Mais c'est pas uniquement physique. Hein, c'est juste d'exprimer ce qu'on ressent vraiment. Ah mais c'est ça. De toute façon, c'est que chez Tarantino, de toute façon, on est que sur des personnages. Je pense que c'est la peur de Tarantino lui-même. Mais probablement. De toute façon, ça rentre en lien avec son cinéma. Là, le problème, c'est que là, c'est pas dans Django, je le ressens pas. Dans d'autres, voilà, dans le Boulevard de la Mort, il y a ça. C'est une prise de risque, c'est se mettre en danger, et lui refuse de se mettre en danger et de prendre des risques. Là, je pense que le Boulevard de la Mort était une grosse prise de risque par rapport à ça, parce que voilà, il allait jusqu'au bout d'une sorte de la provocation gratuite. Arrête. Mais c'est intéressant parce que en revoyant tous les Tarantino, il y a ça, quoi, cette angoisse de pu être habillé comme on aimerait l'être, quoi. Je pense que dans Pulp Fiction, c'est quand le Marcellus Wallace se fait violer, il est en calbute et tout, c'est le pire qu'on puisse imaginer pour lui. Quand Samuel Jackson et John Travolta se retrouvent en calbute et mal habillés, c'est le pire qui puisse arriver pour eux. Uma Thurman
se retrouve sur un lit d'hôpital et se fait violer par des rednecks, c'est horrible. Et en fait, c'est toujours lié avec une sorte d'angoisse du viol et qui fait que ça trouve résonance parce que c'est que des personnages qui changent d'habit tout le temps, qui se mettent en scène, qui choisissent leur apparence, et qui aiment bien jouer des rôles. Tous ces personnages sont homophobes, c'est vrai que dans le cinéma de Tarantino, tous ces personnages sont très homophobes. C'est un cinéma qui est très homophobe et j'aimerais bien le voir s'attaquer, oui, à l'homosexualité en effet. Je sais pas si c'est homophobe, mais bon. Voilà, et on va peut-être arrêter maintenant les conneries. On va s'écouter, Django il sort partout. On va s'écouter un extrait d'un film qui s'appelle donc Play With Me, où justement Tarantino lui-même parle de Top Gun. On s'écoute ça, d'accord. Et okay. puis du fait, c'est un enchaînement parfait quand même. On vient de parler de PD, et puis là on entend Tarantino parler de PD. Ah bah oui, et super. puis on se retrouve après pour parler rapidement du dernier Paul Thomas Anderson, The Master. What's really being seen. That's what you're talking about. Because the whole idea, man, is subversion. You want subversion on a massive level. You know what one of the greatest fucking scripts ever written in the history of Hollywood is? What? Top Gun. Oh, come on. Top Gun is fucking great. What is Top Gun? You think it's a story about a bunch of fighter pilots? Yeah, it's about a bunch of guys waving their dicks around. It is a story about a man's struggle with his own homosexuality. That's it. That is what Top Gun is about, man. You've got Maverick, all right? He's on the edge, man. He's right on the fucking line, all right? And you've got Iceman and all his crew. Right. They're gay. They represent the gay man, right. All right? And they're saying, go the gay way, go the gay way. He could go both ways. What about Kelly McGillis, Rich? Kelly McGillis, she's heterosexuality. She's saying, no. Go the normal way. Play by the rules, go the normal way. And they're saying, no, go the gay way. Be the gay way. Go for the gay way. All right? That is what's going on throughout that whole movie. What is this party? He goes to her house, right? All right. It looks like they're gonna have sex. You know, they're just kind of sitting back. He's taking a shower and everything. They don't have sex. He gets on the motorcycle, drives away. She's like, what the fuck? What the fuck is going on here? Right. Next scene you see her. She's in the elevator. She is dressed like a guy. She's got the cap on. She's got the aviator glasses. She's wearing the same jacket that the Iceman wears. She is, okay, this is how I gotta get this guy. This guy's going towards the gay way. So I gotta bring him back. I gotta bring him back from the gay way. So I'm gonna do that through subterfuge. I'm gonna dress like a man. All right? That is how she approaches it. Right. Okay. But the real ending of the movie is when they fight the Migs at the end. Alright, because he has passed over into the gay way. They are this gay fighting fucking force, alright? And they're beating the Russians. The gays are beating the Russians, alright? And it's over, and they fucking land. And Iceman is trying to get Maverick the entire time. Finally, he's got him. Alright, and what is the last fucking line that they have together? They're all hugging and kissing and happy with each other. And Ice comes up to Maverick, and he says, man, you can ride my tail anytime! And what does Maverick